Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Alors, sujet absolument passionnant aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle réglementation et on va essayer de comprendre comment la loi va pouvoir s'adapter à ce nouveau monde. Nous sommes toujours en compagnie de mon acolyte, Thibaut Boutroux, mon acolyte de chaque semaine, et notre invitée cette semaine, Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN. Donc, blockchain, bitcoin, mining, finance décentralisée, métaverse, et aujourd'hui, une émission un peu transverse dans laquelle on va plutôt parler de réglementation et de compétitivité de la France au niveau mondial. Aujourd'hui, donc, nous recevons Faustine, la présidente de l'Association des actifs numériques en France, une association qui vise à faire entendre la parole de cet écosystème en France, mais aussi en Europe. Alors, pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Faustine, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au sein de l'ADAN, mais aussi le rôle de l'ADAN ? Alors l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, c'est une association professionnelle. Donc effectivement, nous fédérons les entreprises du secteur crypto qui rendent des services en France et en Europe. Donc c'est vraiment assez large dans la typologie des activités de ces acteurs-là. Donc notre mission, c'est de les rassembler, de porter leur voix et en fait d'aider leur développement à la fin, puisque... Pourquoi le besoin d'une association professionnelle? C'est qu'il existe encore beaucoup de barrières à l'émergence d'un système fort en France et en Europe. Donc la réglementation, la participation au débat réglementaire, c'est un des cœurs, c'est le cœur de la mission de l'association. On va parler de réglementation européenne principalement aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en France, on a une réglementation depuis plusieurs années, donc les débats ne sont pas du tout nouveaux. Et l'association suit les débats sur MiCA depuis septembre 2020 que la proposition de la Commission européenne est sortie. C'est ça qu'on appelle faire du lobbying ? Alors oui, c'est un gros mot en français. Donc en fait, c'est de la représentation d'intérêt. Donc le secteur a besoin d'un porte-parole, de quelqu'un qui est connu des autorités, des décideurs, mais également du secteur traditionnel. Quand il a des questions, on fait énormément de pédagogie. Donc on se veut être un point de contact assez logique pour toutes ces personnes-là et pour effectivement participer à toutes les réflexions qu'il y a aujourd'hui, notamment au niveau de la réglementation. Et qui permet aussi de structurer un peu l'écosystème, parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus d'acteurs avec des rôles et une vision différente. Donc là, ça permet aussi de rassembler les voix et de faire une structuration pour éviter qu'il y ait des paroles qui partent un petit peu dans tous les sens, et d'avoir une voix commune un peu plus forte, et d'avoir un point de contact central pour parler, et qu'à chaque fois, on est un interlocuteur, on sait à qui s'adresser quand on a un sujet, quoi. Alors, en première partie de cette émission, on a évoqué ce projet de loi européen qui s'appelle MiCA. D'abord, avant de rentrer dans ce qu'a été le rôle de l'ADAN dans la défense de ce projet de loi MiCA, est-ce que tu peux nous réexpliquer l'enjeu de ce projet de loi ? Alors en fait, c'est une réglementation, comme le disait Thibaut, qui va venir poser un cadre harmonisé au niveau européen. Aujourd'hui, il n'existe pas de réglementation européenne des marchés de cryptoactifs, marché primaire, marché secondaire. Donc il y a quelques régimes nationaux, dont la France, qui existent. Mais donc l'enjeu, en fait, c'est d'avoir des conditions équitables de concurrence, voilà, au niveau de tous les acteurs européens pour tous les services qui sont rendus en Europe. Donc MiCA, c'est une proposition effectivement qui date de septembre 2020, se veut encadrer à la fois les émissions de cryptoactifs, quels qu'ils soient en réalité, les ICO, les stablecoins. Ça veut dire que moi, si je veux créer un nouveau jeton, une nouvelle crypto-monnaie, alors il va falloir que je m'en réfère à ce règlement, pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit d'émettre et dans quel cadre. Voilà, si ce n'est pas une émission, disons, restreinte dans les souscripteurs potentiels, vous devrez respecter des règles, notamment en termes d'information. D'appel public à l'épargne, en fait. C'est très proche de la réglementation financière, de ce point de vue-là. Ça a été inspiré. Ça a été, en fait, beaucoup plus inspiré par ce qu'on a déjà en France, qui s'appelle le Visa ICO, qui en fait veut encadrer ce qu'on met dans le white paper, donc le prospectus finalement qui va avec l'émission, pour que un souscripteur ait toute l'information nécessaire pour faire une décision vraiment éclairée, d'investir dans le jeton ou pas, et donc de financer le projet. Bon, ça c'est assez sain.
Oui, oui, complètement. On est d'accord sur le fait que cette réglementation va plutôt aider l'écosystème à se développer. Et puis c'est le but, et c'est ça tout l'enjeu aussi, c'est d'avoir une discussion avec le régulateur pour qu'on puisse mettre en place une réglementation qui soit saine et qui permette à l'écosystème de se construire. C'est quand même le but à la base, c'est pas de mettre des barrières qui vont restreindre l'écosystème. Alors, deuxième point, vous parliez des échanges. Alors, une fois que cette crypto a été émise, ensuite, il faut que je puisse la vendre et la racheter. Donc là aussi, il y a c'est évoqué dans ce projet de loi, c'est ça? Tout à fait, ça encadre également tous les services entre guillemets d'investissement, parce que c'est très inspiré de ce qu'on connaît dans la réglementation financière. Donc ça va encadrer les plateformes d'échange, ceux qui vont aussi conserver les cryptoactifs pour le compte de clients, mais des services aussi assez variés comme la gestion de portefeuille, le conseil, la réception, transmission d'ordre. Donc ça se veut donner des règles assez spécifiques à chacun de ces services pour ensuite délivrer donc une autorisation d'exercice de ces services en Europe. Donc effectivement, la réglementation, parce qu'il y en aura une, c'est assez utopique de penser que le monde des cryptos va se développer sans. Mais en plus, c'est souhaitable. C'est souhaitable pour une adoption massive, parce qu'effectivement, pourquoi notamment en France, on a pris un peu les devants dès la loi Pacte pour réglementer, c'est qu'il y avait cette vague des ICO, qu'il y avait beaucoup d'opportunistes et donc beaucoup de fraudes. Donc en posant un cadre, on va donner un outil finalement supplémentaire à des gens qui pourraient hésiter encore, parce que ça peut paraître un peu nébuleux. C'est un outil finalement de démocratisation de l'univers des cryptoactifs. Alors, troisième point de ce projet de loi MiCA, c'est celui qui traite au stockage des actifs. C'est ça qui est en relation avec ce qu'on a nous en France, les PSAN. De quoi en particulier traite ce projet de loi sur ce sujet ? Alors les PSAN, c'est en fait tous les services qu'on a évoqués, donc de plateformes de conservation. On appelle PSAN en France pour prestataires de services sur actifs numériques. Demain, au niveau européen, ce seront les mêmes personnes, on les appellera les Crypto Asset Service Providers. Mais donc, le règlement MiCA veut donner toutes les règles et toutes les conditions qu'il faut respecter pour pouvoir exercer. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut en France et donc on va harmoniser au niveau européen. Donc en fait, on va mettre tout le monde sur un pied d'égalité en matière de réglementation, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas en Europe. C'est le but, et c'est pour ça que la France a voulu se positionner tôt aussi au départ, c'était de dire, écoutez, on va vous mettre effectivement certaines contraintes, certaines règles en France, mais le but, c'est que demain, le cadre européen soit inspiré de ce cadre français, et que du coup, vous ayez un petit temps d'avance quand les autres vont devoir se mettre à jour. Et l'idée, c'est que quelqu'un qui soit une plateforme d'échange ou de vente de crypto française ait les mêmes règles que quelqu'un qui soit au Portugal, que quelqu'un qui soit en Italie, et que quand tu veux toucher des clients européens, finalement, que tu sois d'un côté de l'Europe ou de l'autre, finalement, tu joues avec les mêmes règles du jeu. Et c'est un autre élément peut-être important à mentionner, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand on est agréé et enregistré en France, en fait, ça n'a pas vraiment de reconnaissance dans d'autres pays. Donc, ce que ça va également permettre, c'est de plus facilement exporter ces services grâce à finalement un passeport européen, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est ce qui est exactement là aussi l'équivalent de ce qu'on a dans l'univers financier, où j'ai le droit de gérer des fonds dans un pays et il me faut un passeport pour pouvoir exercer cette gestion dans des pays tiers. Alors, on est assez d'accord avec tout ça qui finalement semble assez consensuel. En quoi est-ce que ce projet a fait débat et qu'est-ce qui a été mis en exergue autour de ce projet de loi et où intervient là-dedans cette problématique qu'on évoquait tout à l'heure autour de ce proof of work, de ce minage de Bitcoin? Alors, de façon générale, ce que recherche MiCA, et c'est ce sur quoi il faut qu'on soit vigilant, c'est qu'on apporte un cadre, une protection pour les utilisateurs, mais qu'on laisse se développer l'innovation. Donc le fondement d'une bonne réglementation, ça va être l'équilibre. Donc en fait, aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et pourquoi on est vigilant depuis le départ sur MiCA, c'est qu'on n'a pas forcément cet équilibre. Donc le but, c'est plutôt que les curseurs soient remis au bon endroit. Équilibre entre protection et développement de l'innovation. D'accord, donc là on parle de la protection de l'environnement. Alors, ça en fait partie. Protection des investisseurs finaux, en fait, oui. de l'usager, de toi, de moi, de Faustine, c'est vraiment ça. Parce que la crypto-monnaie, si on la laisse se développer un peu librement, il y a toutes les dérives qu'on peut connaître à ce système. Ouais. Parce qu'il y a des acteurs qui vont faire les choses correctement, d'autres moins. Donc le premier rôle de toute réglementation, d'ailleurs, c'est de protéger les consommateurs. Et donc, l'aspect environnemental qui ressort de cette problématique autour du MiCA, c'est en fait une protection des consommateurs
par ricochet, en leur disant finalement, si ce que vous utilisez, c'est pas environnementalement sain, vous allez détruire la planète et donc ça vous protège pas. C'est-à-dire qu'on est jusque-là dans la réflexion. Alors ça, c'est justement une proposition qui est venue assez tard dans les débats, il y a quelques semaines, que l'on a suivi, parce que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, toutes les questions environnementales au niveau de la réglementation, elles sont plutôt traitées au niveau de textes dédiés. On a la taxonomie européenne, on a SFDR. Sauf que là, ce que certains... j'ai plus l'acronyme, mais c'est du reporting sur des indicateurs environnementaux pour les entreprises. Mais ce qui a été proposé par certains députés européens, c'est donc qu'on ait le traitement de ces questions aussi dans MiCA, mais du coup pas forcément de façon équitable et juste avec les autres activités économiques, où on va aussi imposer des conditions de développement durable, ce qui est sain. Donc là, la question c'était, est-ce que ce qu'on propose dans MiCA est juste et efficace ? Et d'une part, non, c'était pas forcément juste, puisque justement on traite ça de façon très spécifique. Mais la proposition qui avait été faite d'interdiction indirecte du proof of work, si on veut aller vite, elle n'est pas non plus efficace, puisque le fait que ce soit disproportionné, quelle que soit l'exigence de laquelle on parle, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va plutôt faire fuir les acteurs de l'Europe. Ça va les faire se pousser à aller dans d'autres juridictions qui seraient plus favorables. Or, si on veut, nous, l'Europe, être moteur pour atteindre des objectifs environnementaux, pour la lutte en faveur de la transition écologique, il faut au contraire qu'on embarque les acteurs avec nous et pas qu'on les pousse à l'extérieur. Alors, tous les deux, si je peux reformuler, c'est qu'en fait, il existe un cadre européen de production qui touche tout le monde, production industrielle, production financière, etc., qui oblige les acteurs, quel que soit leur univers, finalement, à se mettre dans un cadre de développement durable, et s'ils ne le sont pas, à offrir des compensations à l'Europe en matière de réduction de taxes carbone ou de taxes à payer, etc., etc. Et ce projet de loi concernant les cryptoactifs était traité différemment des autres secteurs économiques, ou est traité différemment des autres secteurs économiques, et là, on imaginait soit de l'interdire, de le bannir, soit de demander aux acteurs qui en sont le moteur, de payer une contribution supérieure aux autres acteurs en termes de compensation carbone. C'est voilà. Ça comme ça qu'on peut reformuler ? Exactement, c'était pour des cryptos qui seraient développés sur des protocoles dits non durables. En fait, on allait demander aux entreprises européennes de cesser leurs activités sur ces cryptoactifs, avec du coup des critères qui étaient traités dans MiCA de façon très spécifique, alors qu'on a la taxonomie européenne. Et donc c'est d'ailleurs cette solution beaucoup plus pragmatique qui a été finalement choisie, c'est plus de traiter notamment les activités de minage dans la taxonomie européenne. Donc sur cette proposition-là qui est la plus favorable, on va plutôt encourager les acteurs à être vertueux, mais surtout on ne va pas se priver, et Thibaut en a un peu parlé, des opportunités que le minage offre pour l'efficience énergétique globale de l'Union européenne, ce dont on se serait privé avec des règles trop disproportionnées. Et ce qui est d'autant plus incompréhensible dans l'amendement qui était proposé, c'est que en réalité l'activité même du minage de crypto-monnaies, elle est très peu présente sur le sol de l'Union européenne, parce que de base l'Union européenne n'a pas forcément des dispositions qui sont favorables au minage de crypto-monnaies, donc ça se fait un petit peu à l'extérieur. Donc là c'était de dire une activité qui est peu présente, on va couper une de ces extensions qui au contraire permet de faire vivre l'Europe à travers l'écosystème. Ouais, en fait ce que tu es en train de nous dire, c'est que de toute façon le coût d'accès à l'énergie est tellement cher en Europe que de toute façon c'est pas miné chez nous, mais que sans que ce soit miné chez nous, ça nous prive du bénéfice éventuel de ces cryptoactifs sur notre sol. Donc de toute façon, ce ne sera pas miné chez nous, mais en plus, on ne peut même pas bénéficier de ce qui a été miné ailleurs. C'est ça. Oui, c'est quand même assez idiot, oui. Disons les choses clairement. Et quel est le rôle de la France au sein de cet écosystème, et est-ce qu'on a une voix à porter ? Est-ce qu'on a une existence dans cet univers ? Enfin, comment est-ce qu'on se situe ? Je pense que la France a un rôle multiple. Alors de base, parce qu'on a cette réglementation depuis des années et qu'elle a très clairement inspiré ce qui se met en place au niveau européen. On parle de MiCA, mais on a d'autres textes, notamment la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, où c'est directement calqué sur ce qu'on a fait en France. Donc déjà, on est une inspiration, on est un moteur de la réglementation. Ensuite, en ce moment, on est en pleine présidence française de l'Union européenne, et on sait que dans cet agenda, la finance numérique, comme c'est appelé, c'est une priorité. Donc on va être moteur, et on est moteur en ce moment dans les débats. Ensuite, le fait que la France soit
assez experte, et notamment par rapport aux autres États membres. On participe à travers le Conseil de l'Union européenne, à travers la représentation de la France au niveau européen, à travers nos députés français européens. Donc on est un peu plus armés, un peu mieux connaisseurs que peut-être d'autres États membres. Ensuite, le travail n'est pas du tout terminé. Comme le disait Thibaut, il n'y a encore qu'un noyau de parlementaires qui est connaisseur du sujet, sensibilisé aux enjeux de souveraineté, de compétitivité. Donc notre rôle à l'association, donc on participe au débat réglementaire, donc quand on va fournir des recommandations, des analyses sur les bonnes et moins bonnes idées qu'on va voir passer. Mais on va aussi essayer justement d'étendre cette connaissance et de sensibiliser décideurs, députés, le secteur financier traditionnel aux opportunités, aux enjeux de développer en Europe un secteur fort des cryptoactifs, les enjeux de souveraineté, de compétitivité qui sont, mais du coup aussi par exemple de lutte pour la cause environnementale. Donc on est encore un peu à la traîne par rapport aux États-Unis, par exemple, parce qu'effectivement, on aime poser des cadres. Il faut simplement faire attention qu'on est sur un secteur qui se structure, qui mature. Donc, si on pose des règles, il faut qu'elles soient proportionnées pour pas que, finalement, on vienne complètement annihiler son développement. Il nous faut quelque chose de progressif. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faut encore que MiCA s'améliore. On a encore de la marge, puisque les débats ne sont pas du tout terminés. Mais voilà, prendre en compte que ce secteur est plus immature que la finance traditionnelle, qu'il y a des opportunités et des enjeux, et que donc il faut protéger, mais il faut soutenir le développement de l'innovation. Thibaut ? Non, c'est un beau résumé. De toute façon, c'est toujours cet équilibre, réussir à mettre un cadre qui soit suffisamment strict, même si c'est pas le bon mot, pour protéger des abus des acteurs qui viendraient pour les mauvaises raisons, mais à la fois permettre à l'écosystème de se développer, et surtout de se développer ici, parce que de toute façon il y a d'autres territoires, donc si on donne pas la possibilité aux acteurs de se développer ici, ils le feront quoi qu'il arrive, et ils le feront ailleurs, et c'est un peu dommage quand on voit le vivier de talents qu'on a en Europe, et plus généralement en France, on a une richesse de compétences sur le territoire, et on aurait vraiment une carte à jouer, de quoi bien se positionner dans cette nouvelle bataille, et on pourrait risquer de mal la saisir, juste parce qu'on prend finalement pas le temps de regarder ce qui est en train de se passer. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est quand même des millions d'emplois à la clé, directs et indirects, que c'est une richesse absolument démentielle à créer et à partager, qui serait vraiment complètement aberrant de passer à côté de cet écosystème. En termes d'emplois, je crois les derniers chiffres, on est à peu près 1200 emplois qui sont créés aujourd'hui, c'est ça, en France, oui. Et il y en a plus de 1000 qui sont ouvert déjà. Donc ça veut dire que la croissance, elle est exponentielle, et nous, je le vois avec notre société, où on a commencé dans une cave il y a 4 ans où on était 2. Aujourd'hui, on est une trentaine. À la fin de l'année, on sera 50, 100. Donc ça va très très vite. On a besoin de talents sur le territoire. Ouais, il faut absolument préempter ce sujet-là. En fait, effectivement, les chiffres que tu cites, c'est issu d'une étude qu'on a publiée il y a un mois, réalisée avec KPMG et Ipsos. Donc en termes d'emploi, le secteur français, c'était plus 64% l'an dernier, et on s'attend à une croissance de 120%. Et ce qu'on remarque, c'est que quasiment la totalité des entreprises de la crypto recrutent, mais ne trouvent pas les talents en face. Donc il y a un énorme potentiel derrière l'industrie, et beaucoup de richesses en fait, qu'il faut qu'on fasse et qu'on encourage. Faucine, on arrive au terme de nos émissions. Comment est-ce qu'on suit l'activité de la DAN au quotidien? Un compte Twitter, un site web? On a Twitter, on a LinkedIn, on a notre site internet où on publie tout ce que l'on produit, toutes nos positions, notamment sur MiCA, donc n'hésitez pas à venir nous consulter. On le fera avec grand plaisir. On arrive au terme de ces échanges. Merci Faucine, c'était absolument passionnant. On va suivre l'évolution de tout ça avec une grande attention. Merci Thibaut de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets absolument passionnants chaque semaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine sur l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde, et on le comprend bien. En attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio, et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio, et évidemment de Parlons Crypto, chaîne auquel vous n'oublierez pas de vous abonner. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.